Salut l'équipe, aujourd'hui je vais m'offrir un contrat un petit peu particulier. Je suis d'ailleurs pas sûr d'en sortir vainqueur, voire vivant, mais c'est pas grave, j'aime le challenge et je relève ce défi. Kevin Séraphin, est-ce que tu es prêt pour l'un contre un certainement le plus dangereux de ta carrière avec moi? Je suis prêt. Kevin, ça fait plaisir de t'avoir, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas de tes nouvelles et on avait envie à la First Team de t'accueillir et prendre un petit peu de tes news. Et merci, je sais que ça fait un petit moment. Bon, j'ai préféré faire profil bas pendant un petit moment. Tu vois, il y a une longue petite période où voilà, j'ai dû prendre des décisions, donc voilà, c'est pour ça. Alors la première question qu'on a envie de te poser, c'est comment ça va? Ça va très bien. Honnêtement, aujourd'hui, ça va très bien. Comme tout le monde, hein, tout le monde essaie tous de survivre avec le confinement, avec tout ce qui se passe avec le corona. Bon voilà, mais sinon tout se passe bien pour moi de mon côté. Alors si tu es là, c'est pour prendre aussi tes nouvelles, mais c'est parce que quelque part tu avais quelque chose à nous annoncer. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu malheureusement sur les parquets et ça risque de durer un petit peu. Ben, ça risque de durer parce que je vais mettre un terme à ma carrière. Donc du coup, je prends ma retraite. Donc c'est vrai, encore une fois, c'est quelque chose dont j'ai pris le temps, franchement, j'y ai réfléchi, mon agent, ma famille, mon entourage. Et voilà, aujourd'hui, je suis là pour l'annoncer, je prends ma retraite. Tu as 31 ans, tu prends ta retraite pas parce que tu en as marre de jouer au basket, tu prends une retraite un petit peu forcée. Oui, un peu forcé par rapport à mes genoux. Donc c'est vrai que bon, je commence à passer un peu plus de temps à côté. Par exemple, même à Barça, je fais 10 mois à côté. Et c'est vrai que oui, j'ai pris la décision. Je me suis dit, bon, au bout d'un moment, les genoux, ça devenait compliqué. Le but, c'est pas de finir en chaise roulante non plus. Donc voilà. C'est important ce que tu dis parce que justement, c'est un docteur à Lyon, il me semble, c'est ce que tu m'as expliqué, Oui, qui t'a dit tu peux peut-être jouer, tu continues à jouer, mais attention après à comment tu vas vieillir. Et donc la décision, elle a été très compliquée par rapport à ça. C'est ça en fait. Donc il m'a. Sandri Cotet, donc, qui est mon chirurgien à Lyon. Et du coup, ben, en fait, on a parlé. Et c'est vrai qu'il m'a dit ben, écoute, tu peux jouer, tu peux continuer, mais bon, je te garantis pas que tu pourras jouer plus tard avec ton fils ou que ça va être compliqué. Oh, tu devras avoir peut-être des prothèses, quelque chose. Donc je me suis dit, bon, c'est une longue réflexion. J'ai réfléchi, je me suis dit, voilà, voici ma décision. Est-ce que, on imagine que quelque part, tu n'as que 31 ans, ça a été dur à digérer. Là, tu sais que la décision a été prise il y a un petit moment. Là, on te voit quelques mois après. Ça a été dur au début de digérer. Honnêtement, 31 ans, on arrête. Honnêtement, non. Puisque je suis quelqu'un, tu vois, je fais beaucoup de choses. Et en fait, j'avais déjà commencé la musique, j'avais déjà commencé certaines choses pendant que j'étais à Barcelone, en fait, qui étaient juste à côté en tant que, voilà, des investissements. Et en fait, donc, lorsque j'ai appris ça, en fait, j'ai juste enchaîné. Pour moi, je trouve c'est dur au début parce que tu dis, tu as fait quelque chose toute ta vie, tu as été formé pour faire quelque chose, mais au final, c'est la vie, en fait. La vie est comme ça. Dans tous les cas, je comptais pas jusqu'à 40 ans. Je me dis qu'en fait, ça sera arrivé tôt ou tard, et voilà, maintenant ça arrive là, ben, j'enchaîne en fait. Et moi, personnellement, je le vis bien pour l'instant. Justement, tes projets après basket, tu viens de le dire, tu avais commencé déjà un petit peu. C'est quoi on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux, faire de la musique notamment. Je fais beaucoup de musique, donc là, j'ai un label, donc IWM, I Want More, Je veux plus, Projection. Donc en fait, donc là, on a fait disque d'or cet été avec le FA, l'artiste, la section d'assaut. D'accord. C'est toi qui est derrière ça. Ouais, voilà, l'album Famous, du moins, j'ai pas tout fait, on n'a pas tout fait, mais on a fait une partie. Et je me suis du coup associé avec mon partenaire qui s'appelle Michael en fait, donc du coup, qui est un ingé son et un beatmaker. Donc du coup, on a monté un label où on a 5 beatmakers et un chanteur. Et de mon côté, je suis en train de produire en ce moment un jeune artiste aussi. Très bien, donc à fond dans la musique quoi. Ouais, à fond dans la musique et après, bon, restaurant, projet familial, ça, donc voilà. On espère que vu que tu es dans le son, on espère que tu as validé la tuerie, la compilation incroyable du rap marseillais, très organisée. Ouais, c'était loin. Voilà, c'est que ça, j'ai retrouvé mon rap marseillais. Café. et ça me fait du bien. On va revenir sur ta carrière parce que tu t'arrêtes à 31 ans, mais tu as quand même réalisé énormément de choses. Et ça va être pour nous l'occasion de revenir un petit peu sur tout ton parcours avec pas mal de petites anecdotes, forcément. Donc, tu es né en Guyane, oui. À Cayenne. Explique-moi comment tu arrives en France, toi, le jeune Guyanais qui voulait être pompier. Voilà, je voulais être pompier. D'ailleurs, j'ai fait l'école Jeunes Sapeurs-Pompiers. Donc en fait, c'est un programme qui est destiné aux jeunes qui veulent devenir pompiers. Donc du coup, ça commence de 13 à 16. Donc tu as 3 années. À la suite de ça, tu peux devenir volontaire pendant 2 ans, de 16 à 18. Et à 18, tu peux passer le concours professionnel et devenir. Donc j'ai passé, je suis allé à l'école et j'ai tout réussi en fait. Donc du coup,
J'avais commencé, et même au début, c'était avant le basket, parce que je faisais du foot. Moi, j'ai fait du foot de 7 à 14 ans. Et j'ai commencé le basket à 14 ans. Quel poste au foot? J'étais en défense, bureau. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Derrière, j'ai enchaîné. On m'a proposé en Guyane, on m'avait demandé si j'avais déjà fait du basket ou pas. Donc, j'ai dit non. Et de là, j'ai essayé et j'ai fait une année en Guyane où j'ai fait aucun match. Je faisais que les entraînements. Suite de ça, j'ai été repéré. Jean-François Martin est venu me chercher. Le fameux Jean-François Martin. Voilà, il est venu. Donc, il est venu me chercher. Je crois que c'était Jackie Périgois et Rudy Nelom au début qui avaient fait un travail, ils m'avaient vu. Et derrière, Jean-François est venu me chercher. Puis, par rapport à mon suivi scolaire et par rapport à tout, j'ai pas pu intégrer Cholet. Donc, du coup, je pars à Poitiers, une année. Et là, je remonte mes notes, je remonte tout. Et du coup, j'arrive à Cholet en 2006. Donc, tu arrives à Cholet, on sait que c'est une usine à formation pour le très haut niveau. À partir de quand tu arrives à Cholet, on imagine qu'entre la Guyane et Cholet, le changement de vie est un peu radical. À quel moment tu te dis, je vais devenir un joueur NBA? Bah, avant même de me dire, honnêtement, avant de voir la NBA, honnêtement, il y avait des choses bien avant. Parce que même le fait de me dire, je vais devenir pro, en fait, parce que tu arrives dans un environnement où il y a beaucoup de talent autour de toi. J'arrive, il y a Rodrigue Bobois, Nando De Colo. Et tu as toute une génération, et toi, tu arrives, donc du coup, tu essayes un peu de voir ce qui se passe. Et quand tu vois des pros, quand tu arrives dans un environnement et tu es entouré de quelque chose, ben, tu vois des pros tous les jours, en fait. C'est là que je me dis, en fait, j'aimerais vraiment devenir pro, en fait. Donc à partir de là, ça m'a pris quoi 2 ans. 2 ans où la première année, on m'envoie en région. Je joue en région avec Sébastien Morin qui était mon coach. Puis l'année d'après, je vais en espoir et je commence à faire des trucs corrects. Puis Bouna en 2008 m'invite à Dallas avec June Jackson, il nous invite. Donc on va au match, je vais assister à mes premiers matchs NBA. On va à Dallas contre les Clippers et San Antonio contre les Clippers. Et on est assis, en fait, on est assis sur le terrain. Il nous avait pris un courtside. Et Bouna, il me regarde comme ça, il me dit, je me rappelle plus du joueur, et il me dit, c'était à San Antonio, et il me dit comme ça, t'as vu lui là? Si lui en NBA, toi tu peux être en NBA. Et à partir de là, je me mets vraiment l'idée dans la tête et je me dis, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Et puis je rentre, je retourne en France, et c'est là où je me dis, bon, il faut que j'aille en NBA. Parce que même la vie qu'il nous avait montré, tout ce qu'il nous avait montré, les structures, tout est magnifique en fait. Tout était les États-Unis, c'était ma première expérience et c'était incroyable en fait. Et Bounam il m'a vraiment dit. Quand il me l'a dit ça, c'est vrai que dans ma tête ça a résonné. J'ai dit non, mais en fait c'est vrai en fait. Et puis je rentre et je dis à ma mère, dans 2 ans, donne-moi 2 ans et je me fais drafter. Donc t'étais pas cet adolescent qui rêvait de jouer à NBA comme beaucoup le racontent. Non, non, pas du tout. Toi, tu arrives à Cholet, tu découvres un peu ça, tu dis ben, pourquoi pas être pro. Voilà, et la NBA arrive un peu plus c'est tard. exactement ça. Chaque année, j'avais une étape. Parce que quand j'arrive à Cholet, je suis en Cadet France, mais je joue pas en Cadet France. Ils m'envoient en région. Donc déjà, de région à la NBA, il y a... Donc déjà, je me dis, j'aimerais moi juste déjà faire partie de l'équipe Espoir l'année prochaine. Et j'arrive, je rentre l'été, je rentre en 2007, et c'est là où je bosse, je passe mon temps sur le terrain à bosser. De 16 à 23 heures, tous les soirs, mon père, il vient, il me dépose. Donc, moi, je marche, et lui, il vient, il se gare, et il me regarde jouer, et je suis là de 16 heures à 23 heures, sous le soleil. Et tout l'été, comme ça, je m'entraîne. Et puisque avant de partir, je regarde j'ai joué avec Steve Yufat, et je lui dis, en fait, moi, j'ai marre d'être nul, en fait. Et je lui dis, et ils me connaissent, la plupart des gens qui me connaissent savent que quand je mets ma tête dans quelque chose, quand je deviens obsédé, et du coup, j'augmente mes chances de réussir. Donc, du coup, je fais tout mon été, je fais que ça. Et quand j'arrive à Cholet, bah, c'est là que je commence à vraiment faire des bonnes choses en espoir. Où j'ai Nike qui m'approche. C'est là que Jérémy et Bouna, tout ça. Donc, c'est là que tout a commencé. Et suite de ça, ben voilà. Mais c'est vrai qu'avant, moi, j'ai pas rêvé d'NBA étant petit, ouais. en fait. Même en vérité, je rêvais de rien du tout parce que j'avais pas forcément de. Pompier, quoi. Je voulais être pompier. Mais au début, je voulais être cuistot. Ma mère m'a dit arrête tes bêtises, il n'y a pas d'argent. Donc du coup, j'ai laissé ça tomber. Philippe Etchebest n'était pas d'accord avec toi. Et ma mère qui est maintenant chef quand même. Ma mère qui est chef. Donc c'est pour ça, pour te dire à quel point c'est...
Et j'ai pas forcément rêvé en fait d'NBA, pas dès le début. Honnêtement, c'est en 2008. C'est en 2008 que je commence vraiment à me dire j'ai envie d'aller en NBA. Ce qui me fait rire, c'est quand tu dis j'en ai marre d'être nul, donc je vais m'entraîner. Et honnêtement, quand on définit le joueur que tu étais, et quand on parle avec beaucoup de coéquipiers avec qui tu as joué, ils disent tous talent. Un talent rare, un toucher qu'on a rarement vu. Et donc, c'est quelque part, tu avais un talent en toi, mais tu as énormément bossé pour ça. Bah, honnêtement, j'ai énormément bossé. Il y a des gens, parce que les gens ils voient souvent le résultat. Ils voient pas les heures où, quand j'étais à Cholet, je suis au lycée, il y a Jean-François Martin qui vient me chercher à midi. On avait mis en place un petit programme en fait parce que pour lui j'avais énormément à rattraper par rapport aux autres de ma génération. Parce que c'est vrai que quand moi j'arrive, par exemple, même le fait que j'arrive en Cadet France, t'as déjà Edwin, Thomas, Antoine, ils sont déjà tous là. Je les regarde sur Eurosport jouer le championnat du monde. Tu vois, moi j'ai un gros retard par rapport à ma génération en fait. Donc du coup, lui, on met un truc en place où il vient me chercher à midi au lycée. Je finis à midi. Je cours dans le CEF, je mange. Midi 30, on est parti. On va à la mairie, on s'entraîne 1 heure. Il me redépose à 1 heure, 1h30. 14h, j'ai cours. Et on faisait ça tous les jours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens à Cholet vont me dire ah, c'était son papa, nanana. Mais en fait, parce que voilà, il a vraiment pris le temps. Et il y a beaucoup, moi j'ai toujours bossé en fait, que ce soit là, que ce soit en NBA, j'ai toujours bossé en fait. Donc tu vois, mais vraiment, vraiment bossé. Pour moi, j'ai conscience que pour avoir ce que je veux, il faut bosser. Quand tu dis que tu étais nul, c'était quoi être nul? Pour moi, Tu comprenais pas le jeu ou tu étais maladroit avec tes mains? je comprenais pas. Ça m'a pris du temps avant de comprendre le jeu. Mais même être capable de comprendre, être capable de t'en sortir en fait dans un match. Quand j'arrive en région, pour donner un exemple, en région, mes premiers matchs, je galérais à mettre 2 points en fait. Tu vois, c'était ça vraiment. J'étais nul, j'étais en cadet, ils m'ont envoyé en fait. Pour eux, j'avais pas le niveau cadet France, ils m'ont envoyé en région et au début, je galérais en fait. Et à la fin, je m'en sors, je progresse vite. Les derniers matchs, je colle des 20 points, mais au début, je galérais. C'était vraiment une galère sérieuse. Je vois, je vois. Tu bosses beaucoup, tu nous l'expliques, et ça paye puisque du coup, tu vas être drafté. Comment ça se passe un petit peu cette préparation à la draft? Est-ce que le soir où tu es drafté, tu es soulagé? Tu t'attendais à être pris aussi haut? Ben, je le savais, j'avais aucun doute, parce qu'à ce moment-là, quand même, j'étais quand même dans les tops, quand même j'étais voir dans le top 5 européen. Donc je savais il y avait des grandes chances, Bounama va un peu parler, mais moi j'ai eu beaucoup de doutes parce que je me suis blessé. Juste avant de partir avec Cholet en playoff, je me blesse contre Gravelines. Et t'as des doutes en fait. Tu sais que tu vois beaucoup de cas, tu vois beaucoup de personnes genre perdre des places dans la draft parce que par rapport à des blessures. Et toi en tant que Français, j'arrive et je me dis, bah, t'as des doutes en fait, tu sais pas en fait. Et c'est vrai que t'enchaînes. Et le soir de la draft, quand t'es assis en fait, et tu commences à te rendre compte qu'il y a plein de transferts qui commencent à Et en fait, tu dis, mais je vais finir où, tu vois? Surtout On rappelle que tu es drafté par les Bulls par les Bulls. et que tu es envoyé à Washington, À Washington, dans les médias avec Et Cambridge. il y a énormément de transferts, sauf qu'il y avait déjà en fait un deal. Washington, ils avaient déjà passé un deal avec les Bulls, parce qu'en fait, ils avaient la place, ils avaient peur que je parte. Et ils avaient bien raison, parce je crois qu'il y avait Oklahoma qui essayait de m'avoir en 18, et je pars en 17. Et donc ils avaient passé un deal parce qu'ils pensaient en fait que j'allais pas en fait, ils n'avaient pas à m'avoir en fait. Donc du coup ils avaient passé un deal avec les Bulls et c'est de là que je pars. Et après ça c'est l'une des soirées, c'est l'une des plus belles nuits de ma vie. C'est-à-dire? Ben, au moment où t'es drafté, au moment Tu es sur place, hein? t'es sur place. Moi je suis sur place. T'es drafté, en fait, je sais pas, même si bon, tout est en anglais à l'époque, je comprends rien. Mais c'est un moment magique. T'as les caméras sur toi, t'as tout. Et je te cache pas que, je te cache pas que la première chose que je me dis, parce que mes parents ils vivaient dans le 77, tu vois, et la première chose que je me dis lorsque je suis drafté, tu vois d'ailleurs sur la vidéo quand je mets ma casquette et je baisse la tête et je dis quelques mots, honnêtement je me suis dit, putain t'es riche. C'est ce que je me suis dit, tu vois, parce qu'en fait, pour moi, tu vois, je voyais en fait que j'allais enfin pouvoir sortir, j'allais pouvoir aider mes parents, j'allais pouvoir aider ma famille, tu vois, et pour moi, c'était fort, tu vois. Ça fait partie aussi du décor de la NBA, c'est-à-dire que effectivement que tu joues dans la meilleure ligue du monde, tu joues avec les meilleurs joueurs du monde, mais tu gagnes aussi bien, très bien, plus que bien ta vie.
Et quelque part, ça ouvre des perspectives aussi de vie privée autres, quoi. Ça rend compte. C'est pour ça que c'est archi intéressant que tu parles de ça. Donc, tu te fais drafter. Les Wizards, c'était une franchise qui te bottait. Tu avais un avis sur cette franchise? Oui, j'étais allé, j'avais enchaîné, parce que bon, avec Mouna, on avait quand même réussi à gérer. On avait fait quand même quoi 8 à 9 interviews en quelques jours. Donc j'étais parti un peu partout. Et Washington, c'est l'une des équipes avec qui ça s'est très très bien passé. Et du coup, oui, j'avais envie d'y aller en fait. Donc quand moi j'ai vu que je partais à Washington, j'étais content. Tu arrives à Washington, on sait que il y a des petites rumeurs sur ce vestiaire à Washington qui est un petit peu particulier. Comment ça se passe, les débuts NBA dans cette franchise des Wizards par rapport à toi, le petit Cayenne qui arrive Poitiers, Cholet, qui est pouponné à Cholet, et là tu arrives en NBA dans le vestiaire des Wizards? J'arrive, je parle pas un mot anglais. Donc déjà, je parle pas un mot anglais. Donc même si j'ai de la chance que je me fais drafter, on a été 4. On a été 4 draftés. John, il part en numéro 1. Je pars en 17. Je crois qu'il y a Trevor Booker, 25 si je me trompe pas. Et derrière, Amadi Ndiaye, il se fait drafter au deuxième tour en sénégalais. Et j'ai de la chance qu'Amadi soit là, parce qu'Amadi, c'est lui qui traduisait énormément pour moi. Et quand j'arrive, ben, en fait, d'ailleurs, il est mis juste à côté de moi. Donc, du coup, il m'aide, en fait. Et du coup, il traduit pour moi. Et c'est vrai qu'au début, tu arrives, ben, c'est la NBA, comme tout est plus grand, que ce soit la salle, les structures, le vestiaire, tout est beau, tout est... Mais c'est vrai que tu arrives, c'est un peu la jungle, parce que j'arrive quand même dans une équipe qui est quand même dernière de la NBA, quand même, c'est la vérité. Et du coup, c'est différent. C'est la jungle, c'est vraiment la jungle, c'est différent. Qu'est-ce qui était le plus dur quand tu arrives en NBA? Le plus dur? La langue. La langue. Je me rappelle, il y a Flip Sanders, il écrit... il nous donne une sorte de copie écrite, tu vois, une sorte d'interrogatoire, donc avec en gros les systèmes, les trucs. En fait, moi je rends copie blanche parce que du coup je parle pas anglais. Et après ça, il m'appelle dans son bureau et il me dit comme ça, il me dit t'as deux choses. J'avais un traducteur parce qu'il m'avait pris un mec qui traduisait. Je crois qu'il s'appelait Harry à l'époque. Et il dit ben tant que tu parles pas anglais et que tu perds pas du poids, tu joueras pas. Donc voilà. Au moins, je te cache pas que... C'était clair. C'était clair. Je savais ce que j'avais à faire. Donc du coup, à partir de là, j'avais une prof. Ils ont vraiment mis les moyens. Ils m'ont pris une prof. Donc du coup, après les entraînements, ben, je me tapais 30, 45 minutes d'anglais. Et voilà quoi. Et derrière ça, et le matin, je venais plus tôt parce que je m'étais blessé avant et je suis arrivé un peu en surpoids. Donc du coup, je travaillais le matin, je venais plus tôt et je bossais. Et voilà quoi. Donc derrière ça, je m'adapte. Et au fur et à mesure que tu avances, ben, tu parles avec les autres et ton anglais, il devient meilleur en fait au fur et à mesure. Cette époque au Wizard, moi je me souviens, j'ai souvent été frustré parce que j'avais l'impression que c'était très up and down ton passage chez les Wizards. On te faisait jouer, puis pas jouer, et puis tu étais bon, et puis tu rejouais pas. C'est un petit peu quelle image tu gardes de ton passage chez les Wizards? J'ai l'impression que on t'a fait confiance sans vraiment te faire confiance, juste par petit moment. On n'a jamais réussi, ou toi aussi peut-être, tu n'as jamais réussi à t'installer complètement. Je suis très d'accord avec toi. Je suis très d'accord et je pense que je suis dans une autre franchise. Je pense que ma carrière est totalement différente. Je pense que je signe un gros contrat. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a une période où j'enchaînais, où j'étais à 16 points, 8 rebonds. Et j'enchaînais. Et c'est vrai que j'ai pas compris l'année, d'ailleurs, quand je reviens de Baskonia. Équipe de France. Après l'année du lockout. Ouais. Après l'année du lockout et je reviens. Qui suis, je commence fort. Très, très fort, en fait. Et à un certain moment, je sais pas pourquoi. Je sais toujours pas pourquoi et je le saurai jamais. J'arrête de jouer. Alors que je fais tout, en fait. Je travaille. Et en fait, à un moment, tu sais, que je me suis dit, ça m'a beaucoup changé, hein, parce que je me suis dit, en fait, je pense que j'étais trop gentil, peut-être. Parce que je vois certains insulter le coach, certains dire des choses, et ça joue, et toi, t'arrives en tant que petit Français, t'as pas envie de trop, tu vois, je veux dire, trop l'ouvrir. Mais en vérité, je regarde les autres qui rient, et je me dis, mais en fait, j'entends des ferme-là, des trucs incroyables, et je me dis, mais et ces mecs-là sont sur le terrain, quand même. Donc je me dis, je suis trop gentil, il y a quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et c'est vrai qu'il y a un moment où moi, ben, parce que je joue pas en fait, et ça, moi, ben, mon attitude elle change et je suis plus aussi gentil en fait. Je suis plus gentil en fait, et je commence un peu, tu vois, à devenir genre le friend savage. Je commence vraiment, tu vois, à être... Et je commence à jouer,
Et derrière, après, c'est du open down. Et après, je sais pas, c'était vraiment bizarre. J'ai pas. Tu as connu deux coachs hein, chez Ouais. les Wizards, donc Flip Et Sanders Randy Whitman. et Randy Whitman. Et moi, je te dis, franchement, je pense qu'à l'époque, nous, on commençait avec Thomas à faire des émissions. Le nombre de fois où on a parlé de ton cas en disant ça y est, là, on a l'impression qu'il s'est installé. Et ça durait jamais. Et c'était frustrant pour nous, observateurs, de Bah, se dire que. C'était franchement parce que chaque entraînement, c'était. Chaque jour, je venais en mission, en fait. Quelle que soit la personne qui était en face de moi, c'était très compliqué pour eux. Je sais pas, c'était très compliqué pour eux parce que chaque jour, je venais en mission et t'as tous les vétérans, t'as tout le monde, en fait. Ils me voient, t'as fait tous les jours. Ils te le disent, mais pourquoi, en fait pourquoi John, j'ai eu 40 000 conversations avec John Wall. Même Bradley, plusieurs fois, il me dit, mais. Et Tu vois t'as jamais eu une discussion avec Randy Whitman? J'en ai eu, j'en ai eu plein. J'ai eu des embrouilles. Plusieurs fois, je suis allé dans son bureau. Il y a des fois, et j'ai jamais compris en fait. Et j'ai jamais compris. Il y a eu des moments où voilà, il m'a fait confiance et il m'a toujours dit en fait parce que Flip me faisait jouer, mais il me faisait pas. Et quand j'arrive en fait, Randy, il me lance. Donc il y a des périodes où j'enchaînais, je jouais 35 minutes par main. 35 minutes, j'enchaînais. Et je taffais. Et l'équipe en gagnait. Et derrière. Ça s'arrêtait comme ça. Et derrière, ça s'arrête. Et pendant 5-6 matchs, je joue pas. Je sais pas pourquoi. Et là, il me remet. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, je restais prêt, parce qu'à chaque fois, il me remettait. Il y a des périodes, je pourrais regarder dans le stats, je joue pas. 5-6 matchs, ben voilà, mon temps de jeu, il est réduit. Et il me remet. Par exemple, quand Houston, il me met, je sais pas moi, je rentre, je crois que c'est troisième carton. Genre, parce qu'on avait perdu on perdait de 20. Et là, je te sors un 18 et on remonte tout le match. Je suis plus sûr si on a gagné, mais je crois qu'on a gagné, tu vois. Mais et c'est arrivé plein de fois, en fait. Plein de fois. Le fait est que tu arrives à la fin de ton contrat rookie, il me semble. Oui. T'attends une belle offre des Wizards et une offre qui ne viendra jamais. J'attends, il y a l'offre qui vient. En fait, je sors d'une bonne saison. En plus, tu vois, quand tu es dans le vestiaire, il y a beaucoup de joueurs, ils te parlent, ils disent ah non, là, toi, tu vas être bien. Nan. Donc, tu vois, t'attends, il y a l'offre, et ils me font une offre à la baisse. Donc, on sort d'une année de playoff. On vient d'enchaîner 2 années consécutives de playoff, alors qu'avant, on était quand même Dernier. dernier. Maintenant, on fait les playoffs. Je joue, je participe. Je dis pas que je taffe parce que j'ai pas forcément. On a une sacrée équipe. Mais je participe et je sors d'une bonne saison, donc je me dis, ouais, et il me faut une offre à la baisse. Et c'est là que je dis, bon, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Là, j'ai les Lakers et j'ai New York, Dallas, Portland qui me font une offre. Et je prends New York. C'est toi qui choisis là. Tu as ces 4 offres, c'est toi qui choisis. Pourquoi New York? Pourquoi New York? Parce que j'ai parlé avec Derek Fisher, et j'avais vraiment. Il y a eu un bon feeling. C'était le coach à l'époque. Hein. Voilà, il y a eu un bon feeling, il m'a appelé. Et c'est pour ça que New York, ça reste mon plus gros regret, parce que j'ai laissé les Wizards m'affecter, en fait, mentalement, alors que je ne suis pas quelqu'un de... Je tiens la route généralement mentalement, et c'est vrai que ça m'a beaucoup affecté. Et cet été était vraiment dur pour moi. Honnêtement, c'était vraiment dur, et du coup, je signe à New York. Je passe tout l'été à Los Angeles avec Sébastien, mais je travaille pas beaucoup, parce que j'ai pas la tête à ça. Avec mon meilleur ami Christophe Léonard. Puis on imagine qu'à Los Angeles, si on travaille pas beaucoup, on sort beaucoup. Mais on live un peu. Honnêtement, je suis pas quelqu'un, je sors en fait, mais je suis pas aussi fan que ça des boîtes. C'est vrai que par exemple, tu me vois à Paris, je sors pas beaucoup. Tu vas me pouvoir sortir, je vais sortir, je vais pas non plus rester chez moi. Moi, tu sors beaucoup, je ne t'ai jamais croisé. Voilà, mais je sors de temps en temps, mais je suis pas quelqu'un, j'ai jamais été fan de boîtes. Mais c'est vrai maintenant que quand tu regardes ma vie, tu peux dire, ah, il s'amuse beaucoup. Parce que moi, de toute façon, tu pourrais me mettre dans un champ. Tu pourrais me mettre dans un champ à 5000 km de Paris, je vais trouver une façon de m'amuser. C'est le type de personne que je suis, tu vois. Mais en vérité, je suis pas très, très boîte. Donc, du coup, je suis à Los Angeles, je profite plus. J'ai pris une maison, j'ai pris une belle maison sur la plage. Donc, tu vois, on a la plage, voilà, donc je profite de tout ça. On est à Monica, on fait, voilà, donc du coup. Mais je travaille pas beaucoup. Donc, du coup. Ça, tu vas le payer. Et ça, tu vas le payer. Ça, je le paye. Ça, je le paye. L'année contre New York,
je le paye. Tu signes un an à New York, hein? Je signe 1 an. Et j'arrive et je me rends compte, j'ai encore jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que à quel point en fait c'est ouvert en fait. Il n'y a rien de figé, par exemple, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, même en équipe de France, t'arrives, Vincent il a déjà ses 12. Il y en a quelques-uns qui peuvent rentrer en fonction de ce qu'ils vont faire en prépa, mais il a déjà un peu son groupe, il a déjà un peu sa composition. Et tu arrives dans beaucoup de coachs font ça en fait. Ils arrivent et tu as déjà un peu. Quand j'arrive à Indiana, bah, il y a déjà un peu. Tu vois, je veux dire, ils ont déjà un peu leur. Et j'arrive et à New York, il n'y a rien en fait. Derrick, il laisse la place. Il n'y a aucun remplaçant. Il y a Robin Lopez qui est titulaire, on le sait tous. Ça ne bougera pas. Mais derrière lui, il y a une place à prendre. Et moi, je suis pas en forme. Je tiens quand même le coup et je joue. C'est ça, et c'est ça qui me rend ouf, c'est parce que. Et même lui me l'a dit, hein. Il me l'a dit, je sais pas si tu te rends compte, mais t'es t'es même pas en forme physique. Et t'es au même niveau que les mecs qui sont là, qui eux, ils sont en forme. Et si t'étais en forme, t'aurais carrément été au-dessus d'eux, en fait. Tu vois? Ouais. Et c'est là, en fait, que c'est mon plus gros regret, parce que là, j'avais l'opportunité et je l'ai pas prise. Et c'est comment de jouer pour les Knicks? Tu sais que moi je suis fan des Knicks. Le Garden, tout ça, cette atmosphère et tout, ça a duré Les Knicks, qu'un an, mais il y a les, quelque chose de particulier? les Knicks des 3 équipes NBA que j'ai fait, c'est là où tout ce que tu vois à la télé, la vision que les gens ils ont en gros de la NBA, cette vie, les Knicks, c'est exactement ça. C'est une vie où tu peux pas juste te balader dans la ville. Il y a des gens qui te reconnaissent, même si tu es dans une voiture avec des vitres. Genre, j'ai jamais pensé, par exemple, honnêtement, je veux dire, moi, de toute façon, voilà, j'ai jamais pensé, à ce moment-là, j'étais célibataire, j'ai jamais pensé dans ma vie que j'aurais dit non à autant de filles, tu vois, des trucs. C'est pour te dire à quel point la vie, le Madison, la magie, New York, c'est vraiment New York. New York, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. T'habitais où quand tu étais à New York? J'étais à, Manchester? j'étais loin, Rochester, j'étais À loin. Rochester, ouais. J'étais loin. D'accord, ok. J'étais à 1 heure. T'étais pas à Manhattan. Non, et je me suis pris un appart vers la fin avec Christaps, parce qu'au début on a pris un appart, pas ensemble, mais dans le même building. Je me suis pris un appart à la fin, un Silver Tower, juste en dessous de Times Square. Parce que où j'habitais, t'étais dans les bois, quoi. Tu ouvres la fenêtre le soir, il fait noir, hein, y a rien en fait, il y a vraiment rien. Donc du coup, quand t'arrives et tu vois Times Square et les lumières, la New York, c'est magique. Pour moi, c'est la meilleure ville au monde, pour moi. Tu parles de Kristaps Porzingis, donc tu as joué avec lui. Tu Ouais. as encore des nouvelles de lui un Oui, petit peu? jusqu'à aujourd'hui, on a après c'est pas aussi, je lui parle pas tous les jours, mais c'est vrai de temps en temps, on prend des nouvelles et Il voilà. est parti de New York fâché, lui, un petit peu. Ben oui, ça c'est pas bien. Moi même quand il est parti, j'étais très surpris, hein. Mais moi je pense que tant que New York ils vont pas être capables de vouloir créer un collectif et moins se baser sur des noms ou quoi que ce soit, je pense qu'ils vont un peu galérer. Ce qui se dit, c'est que le problème, il est même pas sur le terrain. New York, il est dans les bureaux. Ça a un petit peu changé ces derniers mois. Mais pour toi, aujourd'hui, c'est une franchise qui n'est pas prête vraiment de ce que tu as pu voir, toi, quand il Bah, était. en fait, ils avaient, parce que moi, il y a Phil. D'ailleurs, avec Phil, il y a une très bonne connexion, parce que c'est Phil, il fait partie des gens qui m'ont signé. Il m'appelait à chaque fois, il m'appelait Mr. Skills, Mr. Skills. Et il y a une bonne connexion, c'est quelqu'un de très intelligent, même très, très, très intelligent au-dessus de la moyenne. Et il fait des bonnes choses, mais en fait, je pense que les Knicks, il faut qu'ils commencent plus à. Le côté basket, en fait, c'est important en fait pour moi. J'ai vu beaucoup de choses là-bas parfois qui m'ont un peu marqué, mais je pense qu'ils devraient prendre plus l'aspect basket et moins. C'est vraiment le but pour eux. J'ai l'impression parfois c'est de ramener juste la superstar, une superstar, une superstar au lieu de faire comme certaines équipes et prendre des bons joueurs, se baser sur la draft et construire comme Kristaps. Ils avaient quelqu'un en fait. Ils avaient Kristaps et il part. Pourquoi en fait? Bon, pourquoi? T'as une base, donc maintenant rajoute des éléments, construis autour de lui et tu auras quelque chose en fait. J'ai pas compris en fait ça. Cette année, tu joues avec Carmelo Anthony aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu en gardes comme coéquipier? Carmelo, c'est pas une relation, c'est pas facile. C'est un personnage en fait. C'est vrai que moi, j'étais pas forcément proche de lui. J'étais plus avec Kristaps, j'étais beaucoup avec Kristaps. On avait un petit clan européen, donc du coup, j'étais beaucoup avec eux.
Après, Carmelo, ça reste un vrai joueur. Ça reste. C'est Carmelo. Hein. C'est offensivement parlant, à l'entraînement, c'est. Même en match, hein, c'est vraiment. Mais c'est vrai que s'il avait. La mentalité, par exemple, qu'il a eue là avec Portland, où tu vois que là, il joue pour l'équipe. Et s'il avait bon plus teammate. ça, voilà, un bon teammate, il avait plus cette mentalité dans sa carrière, je pense qu'il aurait gagné beaucoup plus de choses et il ne serait pas arrivé au stade même ou à la fin où il galère un peu en fait. Parce qu'en vérité, c'est un mec qui ne devrait jamais galérer en fait. Il est Non, il trop est fort. fort. Il est trop fort en fait. Il est vraiment fort. Et les gens, et tu sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se rendent pas compte en fait. Quand tu vois les choses à la télé ou, mais quand tu vois un mec tous les jours être inarrêtable, c'est vraiment toi qui fais du basket, t'es pro et tu vois des mecs. Tu vois, c'est comme Christophe, c'est exceptionnel, tu vois. C'est un petit peu le problème de Melo. De toute façon, ça n'a jamais été son talent. Le problème est plus son leadership C'est ça en fait. et montrer un petit peu l'exemple à ses coéquipiers. Mais C'est- en tout cas, on a été ravis de le retrouver un petit peu cette année avec les Blazers. Il n'empêche que ça dure qu'un an, ton aventure Mm. chez les Knicks, et tu signes derrière à Indiana. Ouais, Tu arrives à Indiana dans un contexte un peu plus simple, un peu plus simple, sain ça, que les Knicks. voilà. Ça change d'ailleurs. Ça change parce que tu sors de New York et par exemple, tu vas dans un truc simple, hein, tu sors du match à New York, tu sors du match, tu as 50 médias tu vois, dans le vestiaire, c'est blindé, c'est vraiment comme tu le vois à la télé et tu arrives à Indiana, parfois on arrive et il y a peut-être 5 médias. Tu vois, c'est vraiment, il y a une grosse différence, tu vois. Mais j'arrive à Indiana et je retrouve, tout de suite, j'ai l'impression d'être à la maison. Tu vois, tu te sens, j'ai Paul qui m'accueille dès le début, il m'invite chez lui. C'est une autre ambiance en fait. C'est vraiment une autre ambiance où les gens sont plus vrais. Tu vois, ils sont. Et avec Paul, ça clique. Donc du coup, Paul, il m'aide énormément. Jeff Teague, il y a Lens qui arrive au milieu de la saison. Donc du coup, c'est encore. Je m'entends super bien avec lui. Et non, 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 mais du coup, donc j'arrive dans cet environnement et ça fait plus famille, tu vois. Et Paul George, du coup, on parlait de Melo. Paul George, lui, à l'époque, il est en train de monter dans la ligue. Lui, pour le coup, il coche cette case de leader. On l'a vu dans la bulle avoir des sorties médiatiques un peu curieuses. Parle-nous un petit peu de comment il est. À l'époque, c'est le leader des Pacers. Paul, moi personnellement, très bonne expérience. L'un des meilleurs coéquipiers que j'ai eu. Après, c'est vrai que parfois il fait ses petites sorties médiatiques, mais en vérité, je pense parfois il veut trop se justifier. Ça se tient ce que tu dis, ça. Voilà. Parfois, je pense qu'il veut trop se justifier. Il n'a pas forcément à se justifier. Et c'est là qu'ils se servent de ça contre lui. Mais c'est un très bon gars. C'est un très bon gars. Au début, il arrive, il a un peu. Il monte crescendo dans la saison, tu vois. Et au début, je suis pas impressionné. C'est Paul George, tu vois, j'arrive, je suis pas forcément impressionné. Et 2, 3 mois plus tard, je commence à me dire, ah ouais, le mec, c'est quelqu'un. Il est vraiment, vraiment, vraiment fort. Et il a vraiment, honnêtement, dans son jeu, moi, je pense qu'il a vraiment tout. Il peut défendre, il peut attaquer, il peut shooter, il drive, il saute. Ouais, ouais. Il a un IQ, il sait jouer au basket, en fait. Il est vraiment très, très complet. Et en plus, c'est un ailier de grande taille. Tu vois, donc c'est rare un peu, tu vois, son profil est un peu rare, tu vois, donc pour moi, il est vraiment intéressant et en tant que mec, c'est un bon mec, c'est vraiment quelqu'un de bien. Moi, j'ai vraiment aimé, il m'a invité plusieurs fois chez lui. D'ailleurs, il avait une sacrée maison avec une rivière en bas, il avait des trucs, mais en tout cas, moi, j'ai que des bonnes choses à dire de Paul. Quand on voit un petit peu les difficultés qu'il a eues sur cette bulle-là, tu penses que c'est un mec qui va revenir plus fort la saison prochaine? Ouais, ouais, moi, j'ai aucun doute. Et honnêtement, j'espère. Toi, pour finir avec Indiana, tu restes une saison là-bas. Ça sera ta dernière en NBA. Ouais, Entre-temps, tu te sépares de Bouna, qui est ton agent de toujours, pour aller ouais, pour aller avec Rich Paul, Rich Paul. l'agent de LeBron James. Ça sera pas ton meilleur move de l'histoire. Raconte-nous un peu comment ça se passe à ce moment-là. Non, en fait, je quitte pas Bouna pour aller avec Rich. Donc, ce qui se passe, c'est que on a une réunion avec Bouna, en fait. À ce moment-là, j'estime en fait que Bouna commence à prendre de plus en plus de points, en fait. Et ça devient de plus en plus dur d'avoir Bouna au téléphone ou d'être capable de le joindre, en fait. Donc, ça devient vraiment dur, en fait. Et
pour moi, même, par exemple, là, je produis de la musique et je fais je fais une chose à la fois, en fait. Donc, tu vois, et c'est vrai qu'à ce moment-là, d'ailleurs, Bouna a rajouté, il y a eu beaucoup de gens, ils ont rajouté beaucoup de gens dans leur équipe, ils ont agrandi leur équipe. Et à ce moment-là, en fait, c'est l'une des raisons pour laquelle je pars, c'est que j'ai du mal, ça commence à devenir compliqué, en fait, d'avoir la même relation avec Bouna. Ce que je comprends, je suis pas quelqu'un forcément, j'ai pas besoin d'un babysitter, j'ai pas besoin qu'on m'épaule. Mais c'est vrai qu'à certains moments où je jouais pas, ça devenait dur de le joindre, en fait. Donc, du coup, j'appelle Bouna et il vient à Washington. Et en face à face, je lui dis que voilà, j'ai envie d'arrêter. Et c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire de ma vie. Ah ouais? Je le redis. Hein. Parce qu'on rappelle, hein, Voilà, il est venu te chercher à Cholet, il t'emmène aux États-Unis. voilà, C'est lui, c'est la quelque chose. part, qui te fait prendre Voilà. conscience que tu peux être un joueur NBA. Ça, je tiens à le préciser, c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire de ma vie. Vraiment dire à Bouna, j'arrête, les yeux dans les yeux. C'est vraiment, 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 c'était vraiment, vraiment dur. Et parce que c'était comme un membre de ma famille, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui m'a épaulé depuis que j'ai 17 ans, et avec lui et Jérémy, en fait. Et c'était vraiment dur de quitter comme sport. Et donc, du coup, je pars. Et c'est là, après, derrière ça, une fois que je quitte Bouna, donc tu as un temps, tu as 2 semaines, en fait. Tu peux pas signer avec un agent pendant 2 semaines en NBA. Donc, c'est la règle. Et j'ai tous les agents. Tout le monde. Il y a tout le monde qui vient, en fait, à moi. Donc, tous les agents, il y a John qui me parle, ils avaient le même agent que Néné. Il y a tous les joueurs me disent, ouais, bah, si tu veux, nanana, il y a mon agent, il aimerait te parler. Et en fait, c'est le mec de la sécurité, Jacques, qui me dit, j'ai un agent qui est en train de monter, et je pense que ça peut être intéressant pour toi, si tu veux. Et c'est l'agent de LeBron. C'est l'un des meilleurs amis à LeBron, et je lui dis... Et du coup, c'est comme ça, en fait, que le contact... Donc, du coup, Rich, il vient à Washington, on se rencontre. On va manger à Fogo de Chao, on parle. Ma mère et mes parents, ils rencontrent mes parents, et tout ça se passe bien, en fait. Ça se passe super bien. Derrière, je vais à Miami, on joue contre Miami, et là, je vois LeBron, et il me parle, il vient me dire... Bon, en gros, voilà, il me parle, et il me dit comme quoi que, voilà, c'est une bonne personne, ceci. Et du coup, je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Donc, du coup, donc j'enchaîne avec Rich, j'attends le temps, et je signe avec Rich. Et d'ailleurs, en tant qu'agent, ben, il y avait, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Tout était en place. Et, ils me donnent un gros contrat avec Nike. Puis à la suite, je décide d'arrêter parce qu'en fait, je, je commence à vouloir rentrer en Europe, à me dire, bon, j'ai plus envie de jouer maintenant, j'ai envie d'avoir un rôle. Et j'ai marre en fait d'être en NBA, j'ai marre d'être juste en NBA en fait et d'être là sur le banc quoi. En fait, c'est pas moi j'aspire à de plus grandes choses en fait. Donc du coup c'est là en fait et lui c'est là que sa limite elle arrive en fait. Donc du coup je me dis ah il a pas les contacts que je veux avec Barça, il a pas les contacts que je veux avec les équipes européennes. Et donc là, Et là du coup et au même moment il y a Jérémy, c'est Jérémy qui reprend contact avec moi. Et de là en fait on reprend contact et ça s'enchaîne et je me remets avec Bouna et sauf que maintenant leur équipe elle a changé. Euh, Ils ont agrandi leur équipe, donc du coup, ils peuvent mieux gérer les joueurs et là, tout est cool, tout est bon. donc il y a deux choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. C'est qu'on arrive à la fin de la saison avec les Pacers. Toi, ça fait 5-6 ans ou plus que ouais, 6 ans que tu as un NBA. 7 ans. 7 ans que tu as un NBA. Tu te dis, très bien, génial, c'est cool. Moi, j'en ai marre d'être sur le banc. J'en ai marre de devoir chaque fois me battre pour essayer de gagner de ma place. C'est ça, en fait. Sans avoir la certitude d'avoir ce que je mérite aussi par rapport à la manière dont je m'entraîne. Tu te dis, retour en Europe, ça sera avec Barcelone. Quand tu quittes la NBA, tu sais que c'est définitif? Ben, je me fais pas chasser, donc on sait jamais. Je me fais pas chasser en soi-même, j'ai encore des offres. Il y a des équipes qui veulent que je vienne en training camp, il y a des équipes qui veulent que je vienne. Mais en fait, c'est ça, en fait. Je me dis que j'ai marre, en fait, de l'injustice, en fait. J'arrive, pour moi, mon opinion, je vais pas citer de nom, mais le seul endroit où j'ai été et qu'à certains moments auxquels j'étais sur le banc et je le comprenais, c'est quand j'étais à Washington, parce que j'ai eu Néné, j'ai eu Marcin Gortat, Okafor, Javal Magui, André Blatt, j'ai eu du monde en fait qui était devant moi et je me dis bon, même si je taffe, mais tu te dis ok, tout le reste, non. Tout le reste, qui veut, ils prennent l'attaque, ils le prennent comme ils veulent, mais toutes les autres équipes où j'étais derrière, les remplaçants pour moi n'avaient pas mon niveau. Et Donc, tout le monde le dit, que j'arrive à Larry Bird aux Pacers, et quand j'arrive,
parce que je reste pas, parce qu'après Larry, ben, Paul il part, Larry lui il démissionne. Quand je vois ça, je me dis, ah, je sais pas comment, ça sent pas bon tout ça. Et suite à ça, les Pacers ne m'ont pas gardé. Parce que c'est Larry. Larry, il me prend. Quand j'arrive aux Pacers, Larry, il me dit, mais. Il s'assoit avec moi et il me dit, mais. Parle-moi de toi, en fait. Raconte-moi ton histoire. J'arrive pas à comprendre, en fait. Je te vois, ça fait un moment que je te vois évoluer. T'as tout le talent du monde. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es pas plus haut? Pourquoi. Et je commence à parler, on a une longue conversation. Et ça, c'est quand ils m'appellent, en fait, pour la détection. Et en fait, ils me font croire qu'ils vont venir me. Ils me font croire, et moi, à Bouna, qu'en fait, qu'ils vont venir me faire des tests. En fait, je fais aucun test. Et je me pose avec Larry et je parle pendant 1 à 2 heures. Et en fait, il me demande, il m'a dit, honnêtement, c'est exactement, c'est ce que je voulais te demander, en fait. Parce que personnellement, il me dit, t'as déjà ta place. Pour moi, je vais te donner ton contrat, t'es déjà signé. Je voulais juste savoir ton histoire et savoir pourquoi. Parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'es pas plus loin, en fait. Et toi, on parle. Donc, tu finis cette dernière année aux Pacers. Là, tu as cette envie d'arriver en Europe. Bon, tu signes pas n'importe où en Europe. Mm. Tu signes à Barcelone, qui est quand même l'un des plus grands clubs, européens. Tu signes 2 ans, Ouais. un très joli contrat pour l'Europe. Et tu vas faire 2 années là-bas, un petit peu compliqué. La première bien, la deuxième beaucoup moins avec le début des blessures. Raconte-nous un petit peu, pareil, quand on est dans une grande entité européenne comme ça, quand on est dans un club comme Barcelone, les bons et les mauvais côtés. Ben, j'étais content d'être à Barça parce que, en fait, en vérité, c'était toujours été l'un de mes clubs préférés. Et j'arrive et bon, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que bon, par rapport à la NBA, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, c'est non. Je préfère le dire tout de suite. L'Europe et la NBA, il y a un monde que tu peux, quel que soit le niveau, il y a un monde. C'est pas vrai. Il y a aucun club pour moi qui se rapproche en termes d'organisation, qui se rapproche de la NBA. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, j'arrive avec Cito, Alonso. On parle beaucoup, mais on a vraiment un bon feeling. Donc du coup, j'arrive, je suis mieux. J'arrive de l'équipe de France, puis j'enchaînais avec j'avais eu des blessures, j'avais enchaîné tout l'été. On sortit. C'est là où il y a l'Euro 2017. Ouais, il y a l'Euro. On Donc perd contre l'Allemagne. Voilà, c'est ça. Et j'arrive, donc j'avais eu un peu de blessures pendant l'Euro, tu vois. Bon, je me tenais avec la corde à sauter. Et je commence, donc je perds du poids, j'arrive bien, et je me mets en forme et tout commence en fait. Donc là, j'enchaîne 2 entraînements par jour. Et je pense que ça m'a vraiment fait mal. Genre, de venir et m'entraîner 2 fois par jour et enchaîner, c'est là que mes genoux, et d'un coup, clac. Je me rappelle le 3 janvier. C'est le 3 janvier, ouais. Le 5 janvier. Et le 5 janvier 2018, si je ne me trompe pas, mon genou, j'ai un petit truc dans mon genou, je sais pas ce qu'il y a. Je tombe sur le, tu vois, je tombe sur le terrain, je sens un truc. Je me relève, je pars sur le banc et de là, je joue pas pendant 10 mois, tu vois. Et alors que ça se passait bien, j'étais meilleur marqueur de l'équipe. Avec Thomas, on t'a fait. Avec Thomas Hurtel. Thomas Hurtel, Adrien Moirmont, il était là aussi. Et je t'ai fait, donc je faisais des bonnes choses. Très bonnes choses, j'étais heureux. Je joue, le coach me fait confiance, le staff, le front office, Nacho, tout le monde, ça se passe vraiment bien. Donc je suis grave content. Même le président de Barça, à chaque fois qu'il me voit, il me fait des compliments, il est content. C'est vrai que les résultats, on gagne, on perd, on gagne, on perd, mais au final, ça va, on est bien quand même. Et après, je me blesse. Là, l'équipe, au bout d'un moment, bon, l'équipe va moins bien et il vient Cito. Et là, il y a Pesic qui arrive. Et là, ça se complique. Et c'est là que ça devient compliqué. Et c'est là même que ça devient l'enfer. Raconte-nous un peu ça. Donc, du coup, j'arrive. Il y a des choses qui arrivent. C'est bon. Tu sais, quand t'es basketteur, c'est dur de parler parce que t'as souvent la pression, t'as un club qui dit des choses, le club, tu vois. C'est comme, c'est comme avec le petit frère et le grand frère, quoi. Ton petit frère, tu vois, tu fais un truc et tu dis tais-toi. Tu mets la pression pour pas qu'il parle aux parents, tu vois. Et c'est un peu ça, tu vois. Donc c'est vraiment. Pesic, il arrive, donc au début, il n'y a rien. Moi, je suis calme, en fait, et je suis posé. Et il arrive, en fait, et il me demande si je veux jouer, si je peux jouer. Ça fait 3 mois déjà que je suis à côté. Je lui dis non. Derrière ça, je pars, je me fais opérer. Je me rappelle, je pars, je me fais opérer. Le médecin,
le JM, tout le monde me dit de rester chez toi. Reste chez toi pendant les prochaines 2 semaines. Donc, moi, je reviens. Moi, après 2 semaines après, je reviens. Je suis en béquille en plus. Donc, j'arrive à la salle. Ils ont le match. Donc, je suis là, je suis assis. Je suis avec Thomas. Il y avait Edwin qui était arrivé. Et là, il arrive et il me dit ah, t'es là, toi? Ouais, je lui dis oui, je suis là. Je lui dis ouais, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Et je lui dis mais tout le monde sait que je suis là. Il me dit moi, je sais pas. Tu m'as pas texte. Je lui dis oui, mais je vais rester chez moi de toute façon. Et en plus, il vient d'arriver. Le mec, on n'a pas encore de. Je le connais pas, en fait, en vérité. Tu vois. Et du coup, tu vois qu'il est pas content, en fait. Donc, du coup, bah, je lui dis, moi, je suis là. Tout le monde sait que je suis là. Tout le monde savait. J'étais chez moi parce que je pouvais pas marcher, quoi. Je viens de subir je viens d'avoir une opération de ménisque, quoi. Et il commence un peu à faire le malin. Il commence à me parler. Donc, du coup, je lui dis, écoute, bah, je suis là, nan. Et il me dit, au bout d'un moment, il me dit, pars. Donc, je pars. Je vais dans le fond de la pièce. D'accord, ok. Non, mais. C'est toujours le même match, ça. Hein? Non, ça, c'est une autre fois. Ah, C'est quand je d'accord. reviens de mon opération. Ok. Donc là, il y a un problème. Et en fait, ensuite, je pars. La saison, donc en gros, bref, je passe du temps à la salle, mais du coup, honnêtement, il y a une ambiance. Donc à Ça, chaque c'est fois, la fin de ta première saison ça, c'est la fin de la première saison. Tu à vois. Donc Barcelone. déjà, il y a des trucs chelous. Donc la prochaine va s'annoncer compliquée. Voilà. Donc j'arrive. Je sais que l'été, il y a le bruit qui court, qu'ils veulent se séparer de moi. Pourquoi? Je sais pas, mais bon, c'est comme ça. C'est un nouveau coach qui arrive. Bon, voilà. Il m'a ciblé, je sais pas pourquoi, voilà. Euh, donc moi maintenant je suis là, y a pas de, j'arrive, l'été arrive, je pars à Merano, je pars chaque année en Italie à Merano dans un centre de remise en forme à Spa, et je demande au docteur de rester un peu plus longtemps, donc il me dit oui, j'ai la note vocale, j'ai tout, on part. Le lundi arrive en fait, donc Merano c'est 5000 la semaine, hein. Donc je préfère le dire, ça reste 5000 une semaine en fait. Donc du coup, je prolonge l'autre semaine, donc je paye. Et là, le lundi, je reçois un texte du docteur qui me dit ouais, pourquoi tu m'as pas dit que tu restais plus longtemps? Je dis comment ça? Dani, je t'ai dit, il y a la note vocale. Je lui renvoie la note vocale, il me dit ah non non non, ah j'avais pas écouté jusqu'au bout. Donc du coup, le club, il commence à appeler Bouna, on brouille. Alors que voilà, tu vois. Donc du coup, je suis forcé, je rentre. Donc je viens de perdre 5000 euros. Je rentre. Il y a la naissance de mon fils qui arrive. Je m'en à partir. Ça fait beaucoup de chichi. Mais bon, au final, on y arrive. On arrive à partir. Mon fils qui est né à Miami. Hein. Mon fils qui est né à Miami, donc pour aller, ce qui est normal, bon voilà, j'ai le droit de partir pour voir pour la naissance de mon fils. Alors que même dans la loi en Espagne, c'est interdit en fait d'empêcher à quelqu'un, tu vois, genre, dans les lois partout dans le monde, tu vois. Même quand je suis à Barça, je peux pas. Je suis le week-end à Barça. Je peux pas partir à plus de 100 km de Barça. Donc c'était ça, ils m'ont mis genre en gros, ils m'ont dit tu peux pas. Donc limite j'étais en mode, t'as vu comme les criminels t'as un truc dans ton pied et voilà t'as un bracelet électronique en fait. Donc je peux pas aller à plus de 100 km de Barça. Et donc du coup je peux pas aller à Paris. Alors que c'est l'été. L'été, tu fais ce que tu veux quand même, tu t'entraînes. Le week-end, surtout que le week-end, on n'a aucune obligation. On s'entraîne du lundi au vendredi, je suis là, je m'entraîne 2 fois par jour, je fais tout ce que j'ai à faire. Et le week-end, je suis obligé de rester à Barcelone. Donc du coup, quand c'est arrivé avec Bouna, il a dû faire le forcing pour que je parte à Miami. Donc ils m'ont donné une semaine, j'avais pas plus. J'arrive à Miami, mon fils devait naître le 9. Et je suis avec la mère de mon fils. Et on marchait. Tu connais un peu le truc, tu es obligé de marcher. Je reçois un email. Genre le 9 au matin à 3h du mat. Je me rappelle, c'est 3h04. Je reçois un email, en gros, de rappel pour me dire que faut pas oublier que je dois rentrer telle date, le jour de la naissance de mon fils. Mon fils est né, je crois que c'était à 3h, il est né à 9h. 6 heures plus tard, il est né. Et du coup,
Et je suis là, en fait, et je me dis, en fait, les mecs, c'est vraiment genre en mode, c'est vraiment incroyable, en fait. Les mecs, tu vois, genre, ils ont, et donc, du coup, et l'année, j'arrive, je me mets en forme, j'arrive comme il m'a demandé. Il voulait que je sois à 123 kilos. J'arrive à 123, je fais tout. Et il commence à me faire des trucs, et que des trucs chelous toute l'année, en fait. Et moi, à chaque fois, tu vois, je lui dis rien à chaque fois. À chaque fois, je lui dis rien. Je lui Ça dis pas rien. des trucs chelous. Que ce soit à l'entraînement, je suis à côté. euh, il met les jeunes devant moi, genre, il me met à côté. Si je veux rentrer, ouais, vas-y, rentre. Donc, en gros, il me traite, en fait, je suis là et je me fais. Donc, du coup, tu vois, je lui dis rien. Et ça continue toute l'année, en fait. Toute l'année, il fait des trucs, il fait des réflexions, euh, des trucs. Il me dit des trucs incroyables. Je suis en vidéo, il me dit des trucs à chaque fois, tu vois. Et il y a des fois, ben, moi, je vais pas juste. Moi, au final, pour moi, ça reste quand même du basket. T'es mon coach. T'es censé guider l'équipe, en fait. Mm. T'es pas devenu mon père pendant. C'est pas, j'ai pas signé pour que tu deviennes mon père, en fait. Donc, tu vois, je suis un certain joueur, je viens de l'NBA, j'ai un certain statut, tu vois, genre, j'arrive dans l'équipe quand même. Bon, même si je suis pas la personne qui va te dire, ben moi, je sors de l'NBA, donc je devrais être traité comme un roi. Non, mais voilà, un minimum, comme les autres, quoi. Moi, j'ai aucun souci, tu vois, je suis très humble, je fais mon truc. Et toute l'année, il fait des trucs chelous. Donc, du coup, fin d'année, il y a une embrouille, je me rappelle, je sais pas si t'as vu la vidéo, Andorre. Non. La En, bagarre, là? Andorre, et il me dit, en gros, il pète un câble, je sais pas pourquoi. Euh, il pète un câble sur le terrain parce qu'en gros, il me voit, je fais une action, en plus, j'ai fait ce que je devais faire. Et il pète un câble. J'enchaîne, je marque. Il crie encore sur le côté. Je repars en défense. Je fais partie, on fait un stop, je suis dans le truc, il continue à crier. Euh, J'arrive sur le banc, il me sort. Il me sort. Tellement il est énervé, en fait, il me sort. Quand j'arrive sur le banc, il me dit ouais et tout. Je lui dis mais c'est quoi ton problème, tu vois? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème et tout, non. Et il me dit il est vénère. Et je lui dis mais vas-y. Il me vire. Je lui dis tu fais ça qu'à moi en fait. T'as toujours un problème en fait. Et il me vire. Et ensuite il va dans la presse et il dit que en gros, mais c'est Kevin, il fait sa diva. Ouais. Tu vois, et je dis, et en fait, je suis chez moi comme ça et je lis ça le matin. Je me dis, mais quoi? Tous les mecs qui me connaissent, tous les gens qui ont joué avec moi, qui vont voir cette interview, le savent que je suis pas, je fais pas la diva. Je suis pas quelqu'un qui se plaint. Je suis pas, tu vois, moi, je suis quelqu'un, vas-y, je fais ce que j'ai à faire, même si je suis dans le dur. Je fais ce que j'ai à faire et voilà, je fais mon truc, je me plains pas. J'avance. Donc du coup, j'avais tweet, parce que c'est ma seule façon de parler, j'avais tweet, et j'avais mis un truc comme quoi que moi, c'est pas moi, je suis pas un méchant, et ça, il a très très mal pris. Il y a eu un truc où ils sont venus, j'ai eu une réunion avec le président où il me dit en fait, ouais, ton problème, c'est que tu souris trop. Oui, alors, j'ai l'impression qu'on est dans des. Non, mais Fallait tout te reprocher. voilà, ouais, voilà, Ce qui est sous-jacent dans tout ça, tu vois, c'est qu'ils cherchaient tout pour essayer de couper ton c'est contrat. ça, tu vois. Mais sauf que je faisais rien, tu vois. Euh, et genre en mode, voilà. Donc, après, tu vois, bon, après, je suis pas le plus fort en assiduité. C'est vrai que des fois, je peux arriver en retard, mais en gros, voilà, comme tout le monde. J'ai vu tout le monde arriver. Dans toute ma vie, j'ai vu, voilà, il y a aucun pro qui arrive tout le temps. Donc, lui, donc, il avait ça. Et donc, voilà, derrière ça, j'ai dit ça. Donc, derrière, j'ai une réunion avec et le président, pas le président, mais le JM, Nacho Rodriguez. Il me dit, ouais, je suis trop heureux, je sais pas quoi. Même les capitaines de l'équipe, Piarola et Ante Tomic, pendant la réunion, ils ont dit, mais Il n'y a rien. c'est du n'importe quoi. On parle de quoi, là, en fait, là? C'est ça. On est là tous les jours, quand même. Donc- Ils ont dit, mais on voit que le mec est sur son dos tout le temps. Tu vois? Il dit, ouais, mais non, mais c'est lui le coach. Nan, nan, nan. Donc, derrière ça, il me fait plus jouer un match. Il me fait plus jouer. Et à la fin, et à la fin en plus, et honnêtement, je suis assis avec Thomas à la fin, le dernier meeting, tu vois, quand on a fini la saison. Je suis avec Thomas, et le mec, il me regarde et il me dit, hey, tu m'appelles, hein? Si tu veux, on va se faire. Le mec, il est vraiment genre dans le foutage de gueule jusqu'au bout, en fait. Tu vois. Honnêtement, c'est que, tu sais, moi, de tous les coachs que j'ai eus, hein, et honnêtement,
je m'en fous, mais de tous les coachs que j'ai eus, c'est le mec que je respecte le moins, c'est le mec que je pense que je vais jamais respecter. Et je veux bien qu'il sache. Oui, je pense que là, il a compris. Ce qui est dommage, c'est que c'est ton dernier coach. Voilà, c'est mon dernier coach, en fait. Et à partir de là, Barça, ça m'a pas fait du bien parce que voilà, ça reste des mecs qui, voilà, je pense qu'en Europe, ils ont encore beaucoup de choses à. Ils ont encore des pas, en fait. Ils pensent que s'entraîner, c'est s'entraîner, en fait, c'est passer 15 heures dans une salle, en fait. Non, en NBA, ils le font pas, en fait. Et ils restent toujours au-dessus. Maintenant, c'est vrai on a un rythme de match qui est plus important, on a 82 matchs, mais il n'y a aucun risque qui est pris en NBA. Quand tu as un joueur, il a un petit pet, un petit truc, côté. Voilà. On le soigne, il revient. Et c'est comme ça, en fait. J'ai toujours eu des problèmes de genoux. Depuis 2013, j'ai des problèmes de genoux. Et je me suis jamais arrêté, je crois même pas plus de 2 semaines. Tu vois, j'arrive à Barça, je suis absent 10 mois, tu vois. Mais parce qu'en fait, mec, ils s'entraînent 2 fois par jour, ils s'entraînent, c'est des bourrins, en fait. Donc du coup, et c'est la mentalité en Europe, en fait, qui est comme ça, en fait. Et c'est pour ça, moi, quand je quitte Barça, je me dis, c'est fini. Moi, je ne reste pas en Europe. Je ne vais pas en France, je ne vais pas... Il n'y a pas Panathinaikos, il y a des clubs, tout ça, il y a beaucoup de rumeurs, tout le monde vient. Tu vois, je veux dire, je me dis non, c'est hors de question. Il n'y a plus la NBA, tu veux plus l'Europe. La seule option, ça a été la Chine. Tu as eu un contrat. Et la Chine qui vient. Tu as eu un contrat avec la Chine que tu n'as malheureusement pas pu honorer, puisque là, ton genou, on dit stop. J'arrive et la Chine, ils me disent, écoute, on va parler clair. Ils me disent, écoute, 2 millions pour 5 mois. Donc du coup, je me dis, ok, j'ai le contrat, Bouna m'envoie tout, le contrat, on est prêt. Et par rapport à mes genoux, ça n'a pas pu se faire. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé à Miami, je commence ma routine où je commence à me mettre en forme, j'ai un coach et tout. Et à chaque fois que je m'entraîne, ça prend un peu de temps pour que je récupère. Et du coup, là, tu commences là à te dire, c'est peut-être la fin. Ouais, je commence à me dire, soit je prends plusieurs années, soit je prends 1 année ou 2 et je me guéris, ou soit en gros, voilà, quoi, c'est la fin. Et donc à partir de là, je rentre, je vais voir Sandri Cotet. On a une grosse discussion et c'est là, voilà, je me dis bon. Mais je laisse le temps passer quand même, c'est pour ça même que je l'annonce maintenant, je ne l'ai pas annoncé avant. Je laisse le temps passer, je fais mon opération, je vais à Clairefontaine. D'ailleurs, très bonne expérience. Donc je reviens et voilà, je me mets en forme, je fais mes trucs et je me dis bon, c'est toujours pas ça en fait. Donc j'avais déjà commencé à enchaîner avec la musique, tout, donc du coup, j'enchaîne juste dans mes trucs et aujourd'hui, voilà, j'annonce. Il y a une partie sur laquelle je voulais revenir avec toi, évidemment, on n'en a pas encore parlé, c'est l'équipe de France. T'as une belle histoire quand même avec l'équipe de France, tu fais les Jeux Olympiques en 2012, tu fais l'Euro, médaille d'argent 2011, tu fais un autre Euro en 2017, pas le plus glorieux pour l'équipe de France avec l'élimination en 8e. Mais là, un peu comme avec les Wizards. J'ai l'impression que ton expérience avec l'équipe de France, elle est pareille. Elle est un petit peu en dents de scie. Il y avait énormément de concurrence sur le poste, sur les postes 4-5, certes, mais qu'est-ce que tu retiens de ton expérience, de ton aventure avec l'équipe de France? Des bonnes choses, honnêtement, des bonnes choses. Après, il y a eu la grosse décision que j'ai prise après les Jeux Olympiques, en 2013, quand en gros je dis que je viens pas. J'ai suivi, en gros, j'ai un peu suivi la direction des Wizards, qu'on me disait, tu vois. Donc du coup, voilà, même si, bon, ils te le disent... Tu regrettes ça un peu? Ouais, honnêtement, oui. Parce qu'après, tu sais que j'ai eu des grosses conversations. Au début, avec Vincent Collet, c'était pas... J'étais jeune. Tu vois, maintenant, je me rends compte, je prends du recul. J'étais jeune sur certaines choses et avec du recul, par exemple, cette photo est pas bien. Ma dernière expérience avec lui en 2017, ça se passerait très bien. Ça se passerait très bien. On a vraiment un échange. J'ai mûri. J'ai pas la même mentalité que le gamin de 22 ans qu'il a connu au début. Et ça se passe bien. Et je regrette de ne pas être allé ces années-là en équipe de France. Parce qu'en plus, on te l'avait beaucoup reproché. Hein. Il me le dit, ouais, on me l'a beaucoup reproché. Et je l'ai fait, en fait... C'est ça, en fait. Je l'ai fait pour des gens, au final, qui m'ont même pas... Ouais. Qui m'ont même pas rendu l'appareil, tu vois, qui ont même pas... pour des gens qui m'ont pas rendu l'appareil. C'est ça, en fait, tu vois, j'ai fait... Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est chiant,
C'est que toute ma vie, j'aurais à vivre avec ça et tu te dis, j'ai vraiment, par exemple, sacrifié ça pour des gens, au final, parce que derrière, ils me donnent un gros contrat, ça change la donne. Mais c'est pas le cas, en fait. Et derrière ça, c'est pas le cas, en fait. Donc, je me dis que j'aurais peut-être dû y aller, en fait. J'aurais juste peut-être dû y aller, tu vois. C'est quoi ton meilleur souvenir? C'est la médaille d'argent en 2011 ou c'est les Jeux Olympiques et un petit peu le Médaille, tournoi? médaille d'argent. Médaille d'argent. Et puis les Jeux Olympiques, ça reste quand même ma plus belle expérience sportive, c'est les Jeux Olympiques, quand même. Quand on commence la cérémonie d'ouverture, c'est fort. En plus, c'est aux côtés de Tony, Boris, tu vois, Florent, Mike, genre, et tous les autres, avec Nicolas, tout le monde. C'est une expérience incroyable. On te voit en photo avec Tony Parker, il y a la petite peau pluche là, et avant de commencer l'émission, tu prends la peau pluche, tu me dis, ah Tony, très très fort. Elle est forte. Honnêtement, c'est. J'ai joué avec beaucoup de superstars NBA, mais Tony, c'est vraiment, pour moi, c'est un exemple. Honnêtement, les gens, chaque personne aura son expérience. Il y en a qui te diront du mal, il y en a qui te diront du bien. C'est la vie, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais moi, mon expérience, Tony Parker, et je dis bien de son nom, Tony Parker, c'est quelqu'un pour moi. À mes yeux, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Quelqu'un qui m'a toujours donné des bons conseils. Et il a quelque chose, en fait, que. Et en fait, j'ai vraiment envie d'arriver à ce niveau-là, que ce soit. Et tu le vois, c'est pour ça que je suis même pas surpris que Lasvel a du succès, en fait, parce que Tony, c'est quelqu'un qui. Il a une telle discipline, il a une telle, tu vois, une confiance, il a une aura. C'est différent, en fait. Et il y en a peut-être qui seront pas d'accord, il y en a qui vont dire, ah, c'est pas mon problème. Je vous dis juste, moi, mon expérience, tu vois, c'est. Tony Parker, sa discipline et la personne qu'il est, c'est la direction que moi je veux prendre dans ma vie, tu vois. C'est vraiment quelqu'un, parce qu'en fait, moi, en 2011, je sais qu'il a fait partie de ceux qui ont demandé à ce que je reste dans le groupe, tu vois, il a toujours été pour moi. À chaque fois, il me parlait de ça, il me disait à chaque fois, mais honnêtement, il me disait comme ça, c'est dommage parce qu'honnêtement, t'as pas connu la vraie NBA. Il me disait ça à chaque fois, tu vois, vu que j'étais au Wizards au début, on gagnait pas. Il me dit, t'as pas connu la vraie. Parce que j'étais dans une équipe assez quand même particulière avec Gilbert, André, Nick, tout ça. Donc du coup, il me disait, t'as pas connu. Et il m'a toujours donné des conseils. Il m'a toujours. Il y a une fois, tu vois, je faisais en finale en 2011, quand on va au championnat d'Europe, tu vois. Et je lui ai dit un truc, en fait, parce qu'il shootait à chaque fois, il shootait des lancers, tu vois. Et je lui demandais en gros, mais si tu comptes shooter toute la journée ou est-ce que en gros tu vas laisser la place aux autres, tu vois, et il m'a repris, il m'a dit, écoute, quand j'aurai les 2 derniers lancers francs à mettre pour la victoire, je veux pas attendre, tu vois, en gros, il m'a vite remis à ma place. Mais je me suis dit, le mec, il est carré, tu vois, il est carré, je l'ai vu à Nantes, j'ai fait différents événements avec lui, je suis allé à La Réunion avec lui, à Nantes, il y avait un match de gala, on l'a fait ensemble. Et à chaque fois, ça se passe super bien, en fait. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Barcelone, parce qu'il avait fait un tour sur son bateau. Il était avec Edwin. Et à chaque fois, on a une très bonne relation jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, même ses frères, que ce soit ses frères, que ce soit. Non, il m'a toujours. Honnêtement, moi, Tony, je suis vraiment, vraiment. Et c'est quelqu'un de très, très fort. Au niveau basket, c'est vraiment fort. De voir quelqu'un qui est. Il paraît, tu vois, je veux dire, c'est pas le mec le plus grand, c'est pas le mec le plus costaud. Mais là, je pense que c'est l'un des plus costauds. Parce qu'en fait, il est. Quand je l'ai vu, quand je le regardais sur par exemple, le championnat d'Europe en 2011, j'avais l'impression qu'à chaque match, il progressait. J'ai l'impression qu'à chaque match, il passait encore un autre cap. Tu vois? Et tu vas au jeu, et je vais aux Jeux Olympiques avec lui, et j'ai la même impression en fait. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que sa progression, malgré le fait qu'il arrive, il a un certain âge et c'est un vétéran, ça s'arrête jamais en fait. J'ai l'impression qu'il progresse en continu en fait. Et je me dis, mais. Et tu sais que moi, il m'intrigue en fait. Je me suis toujours posé la question, mais comment? Pourquoi? Tu vois, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il. Et tu vois, c'est lui en fait. C'est quelqu'un qui va regarder ses matchs après, il va se regarder, il va vraiment prendre le temps, analyser, super professionnel, des choses que tu vois, moi je faisais pas forcément à l'époque. Et des choses que j'ai pas fait tout le temps dans ma vie, tu vois. Et lui, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il s'arrête pas, c'était basket, basket, basket. Il regarde ses matchs, il regarde les trucs qu'il fait, il regarde dans le bus, il est dans le bus, il est dans son téléphone, il gère ses business. En même temps, il gère le basket et il est bon dans tout. Et moi, je trouve ça formidable.
Tu dis que toi, il y a des trucs que tu n'as pas fait. Justement, j'ai la question pour clôturer un petit peu cette interview. Qu'est-ce que tu changerais si tu pouvais changer quelque chose dans ta carrière, Ben, dans la manière de faire, de travailler ou ap- d'apprendre les choses? après, il y a des choses, encore une fois, tu sais, il y a des choses que j'aurais pas pu faire parce que moi, en fait, j'ai commencé tard. Donc, j'ai pas eu d'habitude, j'ai pas eu les petites habitudes. Regarder les matchs. Par exemple, t'as John Wall, l'un des joueurs avec le plus gros IQ basket avec qui j'ai joué. Quand on était à Washington, il habitait juste en haut, à l'étage du dessus. Et il avait 3 télés. Il avait 2 télés, 2 grosses télés comme ça et une au-dessus. Et il y avait WNBA, NBA, NCA. Et le mec, il regarde du basket toute la journée. Je sais pas, je peux pas moi. Tu vois, je veux dire parce que j'ai pas le même amour qu'un Tony. Tu vois, je veux dire, même Christophe, mon meilleur ami Léonard, il a un amour du basket qui est fou. Quand je parle avec Thomas, j'ai un amour du basket parce que moi, de toute façon, j'adore le basket, ça a changé ma vie et j'en serai reconnaissant toute ma vie. Mais j'ai pas cet amour parce que j'ai pas commencé depuis l'âge de 7 ans et j'ai Mhm. pas, tu vois, je veux dire. Et Tony, ça, moi, ils ont un amour. Donc, du coup, ils regardent du basket en continu. C'est des choses que moi, je faisais pas. Par exemple, je regardais de temps en temps des matchs NBA parce que Sébastien les met à la télé. Mais sinon, je regardais pas. Je regarde pas. Même là, les finales, je suis les. Alors, maintenant que je suis en France, même si je suis de passage, me lever à 2 h du mat, 3 h du mat, Ah, ça pique, hein, je confirme, hein. faut être, faut être sacrément motivé. Tu vois, pour moi, personnellement, non, alors par exemple, je regarde plus l'UFC. Je regarde plus l'UFC, tu vois, que. Mais je regarde tous les résultats. Le matin, je me lève, je regarde les stats, je regarde les trucs, mais je regarde pas, tu vois. Donc, du coup, je sais pas si je l'aurais fait, parce que je pense qu'il faut avoir un certain amour du basket. J'aurais commencé à faire de la glace, bien plus, tu vois. Mettre de la glace sur Mais de la tes genoux. glace, ouais. Au niveau de la récupération, c'est quelque chose, tu sais, même aujourd'hui, je parle beaucoup aux jeunes, et je leur dis, la récupération, c'est important, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose que je pense que j'aurais mieux fait. Parce que quand je vois par exemple Paul Pierce ou John. John, il a commencé tôt en fait. Les Américains, beaucoup de gens se disent ouais, mais comment. Parce qu'ils investissent sur leur corps en fait. Là où toi, t'as pas envie, là où toi, il y a des gens, ils vont mettre 5000 en boîte, ils vont mettre ci, ils vont mettre 5000 là, ils vont mettre 5000 dans des grosses voitures, ils vont mettre ça. Les mecs, même si on les voit en NBA, il y en a beaucoup, ils ont des grosses voitures, ils ont des grosses vies, ils ont des trucs incroyables. Mais le même argent qu'ils mettent dans les trucs bling-bling, dans les trucs, c'est le même argent qu'ils mettent sur leur corps en fait. Et c'est là le secret en fait, c'est la récupération, c'est être capable de récupérer, être capable. LeBron, c'est pour ça qu'il est encore capable de performer et de faire des choses comme ça, c'est parce que c'est par rapport à sa récupération et sa gestion en fait, sa gestion du temps. Tu vois, je veux dire, à quelle heure tu vas te coucher. Il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en compte. Et ça, je pense que avec Sébastien Morin, je l'ai beaucoup appris, il m'a beaucoup aidé dessus. Et je pense que ça, je l'aurais mieux fait. C'est le seul truc derrière ça. Le reste, j'ai vraiment, au niveau du jeu, j'ai vraiment commencé à développer mon IQ basket tard parce que j'ai commencé tôt, je pouvais pas non plus avoir tout Mhm. avoir, tu vois, donc j'ai commencé tard, tu vois. Et ça, je peux rien y faire en fait, tu vois, je veux dire. Peut-être que je sais regarder plus de matchs, mais il faut quand même avoir le truc pour les regarder, tu vois. Tu faisais un petit peu allusion à l'hygiène de vie aussi. C'est ça aussi Ouais, peut-être. l'hygiène de vie, la récupération, ça fait partie de l'hygiène de vie. Comment tu manges. Moi, j'ai toujours investi sur mon corps, sur les choses que je pouvais. J'ai toujours eu un chef. J'avais Sébastien, j'avais un préparateur physique à plein temps. Même si je sais qu'il y a des gens, ils trouvent ça. Mais chacun, encore une fois, tu vois, chacun son opinion, chacun son truc, tu vois. Mais la seule, d'ailleurs, je prends 2 années, je vais à Barça, j'ai pas de préparateur physique, j'ai un chef. Et tu vois, je me pète, quoi. Je me pète le genou. Au final, maintenant que la boucle basket, la Hmm. boucle est bouclée, si tu avais un dernier truc à dire par rapport à tout ce que tu as réalisé. Non, je suis quand même fier de moi. Je pense avoir quand même fait des choses qui sont pas données à tout le monde de faire. Euh, je commence le basket à 14 ans, je deviens pro à 18 ans, j'atteins la NBA à 20 ans, en 6 ans. Il y a des gens, toute leur vie, ils travaillent, ils iront jamais. c'est, c'est une vérité, tu vois. J'ai eu la chance, même si c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai été avantagé, Dieu m'a donné un corps et j'ai eu la chance d'avoir un petit avantage par rapport aux autres. Après, mentalement, voilà, j'ai toujours été quelqu'un d'assez stable mentalement, d'assez dur, d'assez.
Tu vois, même Tony il me l'a dit plusieurs fois, t'es trop dur avec toi-même, tu vois. Donc j'ai toujours été comme ça. Mais après, je suis quand même assez fier quand même de mon parcours. Je me dis, bon, c'est vrai que je pense que j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, maintenant, c'est comme ça, les choses ont été faites comme ça et everything happened for a reason. En tout cas, tu as l'air en paix avec ce choix-là d'arrêter. Ouais, très bien. Écoute, et j'ai été ravi de partager ce moment avec toi, parce qu'on se suit, on se connaît depuis maintenant quelques temps aussi. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Et je suis honoré, et la First Team est honorée de t'avoir eu en interview pour que tu nous annonces en exclu cette retraite. Et je te serre la main au nom de la First Team pour te féliciter pour tout ce que tu as fait, parce qu'effectivement, jouer à NBA, comme tu le dis, c'est pas donné à tout le monde. Avant de se quitter, on a essayé de fouiller un petit peu, d'avoir deux, trois proches à toi qui avaient un petit message à te donner. On va se quitter là-dessus. Merci Kevin pour l'interview. Je te laisse. Merci. Pote. Mon gars, félicitations pour ta carrière, gros, c'est énorme et il faut que tu réalises un peu, il faut que tu réalises, je sais que tu veux toujours plus, que tu aurais aimé faire mieux, mais c'est énorme ce que tu as fait, tout le monde est fier de toi, ta famille, tes proches, moi je suis très très fier de toi. La Guyane est fière de toi, les jeunes Guyanais qui te regardent, t'es une fierté pour la Guyane et c'est énorme ce que tu as fait. Partir de Guyane, commencer le basket tard, tu voulais devenir pompier, devenir joueur NBA, faire les Jeux Olympiques, c'est énorme. Donc, réalise. C'est le temps de réaliser, d'apprécier juste. Puis ce qui est encore plus beau, c'est que tu es resté le même. Et je suis content d'avoir pu participer à cette carrière avec toi. Et je sais que tu as des nouveaux projets qui vont fonctionner. Et donc, mon gars, félicitations encore. On est ensemble. Yes, sir. Comment tu vas? Bon, écoute, félicitations pour tout ce que tu as accompli, bien sûr. On a quasiment passé 15 ans ensemble, on a à peu près tout connu, donc moi ce que je me rappelle surtout de toi, c'est d'une personne qui est complètement entière, qui n'a jamais voulu être quelqu'un qu'il n'est pas, qui n'a jamais oublié d'où il venait, qui avait plein de rêves en tête, qui a tout fait pour les accomplir, et je pense que tu l'as fait. À partir de là, c'est un grand bravo et un grand coup de chapeau, Kev. À bientôt, au plaisir, à plus. Salut Kevin, écoute, félicitations pour l'ensemble de ta carrière. Quand je vois le chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui, je suis très très fier de toi. Je nous revois encore sur le terrain à Zéphyr, là où on s'est connus. J'en dirai pas plus, mais en tout cas, voilà, je pense que la Guyane aussi est très fière de toi. Tu as encore beaucoup de choses à partager et plein de projets en attente et je suis très fier de pouvoir travailler avec toi sur d'autres projets. En tout cas, voilà, c'est un réel plaisir de profiter de l'occasion et de te dire encore une fois félicitations. Oh, bon moi, moto. Et toi? Bon, plus sérieusement, gros, juste un petit message pour revenir rapidement sur ta carrière et te féliciter. Parce que bon, donc aujourd'hui, tu mets un peu officiellement un terme, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on sait que tu aurais pu faire encore tellement plus. Vraiment, les blessures ne t'ont pas laissé tranquille et c'est dommage parce que bon, au moins les stats sont là pour approuver que quand tu étais sur le terrain, il y avait assez d'efficacité. Mais c'est quand même beau quand tu revois ton parcours. Je pense que à 12-13 ans, tu pouvais pas t'imaginer dire que tu allais aller sur les terrains jouer contre les plus grands joueurs NBA comme mon gars LeBron James. Et en tout cas, non, tu peux être fier de toi. T'as montré ce que tu valais en Europe, en outre-Atlantique. Et aujourd'hui, malheureusement, tu mets un terme, mais tu sais que si tu mettais pas un terme, t'as encore mis les gens à l'heure, puisque c'était ta spécialité. Parce que tu leur en parleras de ton problème avec les statistiques. J'espère que tu vas leur en parler. Mais en tout cas, tu leur as montré que toi, tes stats étaient en point. En tout cas, gros, une fois de plus, félicitations. J'espère que tu es fier de toi, même si j'imagine qu'il doit y avoir un peu de déception, mais je pense que tu peux surtout en retirer beaucoup de fierté et te dire que moi-même, je suis super fier de toi et félicitations encore une fois, gros. Monsieur Kevin Séraphin. Tous ces dingues fracassants, ce toucher exceptionnel. Vraiment triste de te voir arrêter. Mais bon, on sait tous que sans ces problèmes au genou, tu n'auras encore martyrisé plus d'hommes. Encore merci pour tout. C'était très beau, très très beau à voir. Félicitations pour cette carrière. Bravo l'artiste.